Toujours dans le cadre prestigieux de la Maison de l'Océan à Paris, c'est une préoccupation sociale d'ampleur à laquelle nous vous invitons à présent à réfléchir avec notre invitée. Isabelle Iderkrivski est docteure en anthropologie sociale et ethnologie, professeure des universités à l'Université de Guyane. Avec elle, on va décrypter les violences, les inégalités économiques et les combats silencieux menés au quotidien par les femmes ultramarines dans un échange avec Béatrice Parino, journaliste au Point, et sous vos applaudissements nourris, à n'en pas douter. Merci Maurice, merci à tous. Bonjour Isabelle, merci d'être présente. Bonjour. Je vous propose qu'on commence peut-être par le nœud du problème. On parle souvent du chômage en Outre-mer, mais quand on regarde plus précisément ces chiffres, on se rend compte que le taux de chômage féminin est systématiquement plus élevé que la moyenne nationale. Selon vous, en quoi ce facteur économique est central? Est-il le frein principal peut-être dans l'autonomie, je ne sais pas comment dire, L'autonomisation, oui. des femmes, voilà, merci. Oui, c'est vraiment une question centrale parce que si on prend en compte la santé, se soigner, payer les frais, si on prend en considération le logement, trouver un logement, payer son loyer, en fait la question économique est centrale parce qu'elle fait partie, lorsqu'on aborde la question de l'exclusion, elle fait vraiment partie d'un continuum de discrimination. C'est-à-dire ne pas pouvoir s'insérer économiquement dans sa société, et les femmes sont les premières victimes dans nos outre-mer, eh bien ça veut dire aussi ne pas pouvoir s'insérer tout court, voire même suivre le parcours scolaire de ses enfants, le financer. On sait que nous, du point de vue de l'enseignement supérieur, parfois on n'a pas toujours l'offre attendue, et financer des études et partir, ça a un coût. Alors des mères qui se retrouvent sans ressources, là pour le coup, il y a même une question de contrôle coercitif par les violences économiques. Donc la question économique est fondamentale, d'où l'importance d'insérer les jeunes filles dès le plus jeune âge, de les insérer dans le tissu économique. Mais ce chômage, ce manque de place sur le marché du travail, il naît aussi très souvent à l'école, dans les écoles. Parce qu'à nouveau, si on regarde les statistiques, on peut noter que les jeunes filles, les jeunes femmes arrêtent plus tôt leurs études que les jeunes hommes. Comment vous l'expliquez? Est-ce que c'est lié à une représentation culturelle, à autre chose peut-être? On a plusieurs facteurs. Le premier facteur, on pourrait dire, c'est l'éloignement aussi de l'école par rapport à la vie familiale. On a des sociétés quand même qui sont assez soumises à des contraintes comme l'enclavement, parce qu'on a des territoires étendus, on a des archipels, on a des situations aussi où l'accès même routier peut être extrêmement compliqué. Donc l'éloignement de l'école, géographique de l'école, de la famille peut contribuer aussi à cet éloignement de la scolarité. Ensuite, il y a l'identification que nous pouvons avoir vis-à-vis de l'offre de formation qui nous est proposée. Est-ce vraiment utile? Est-ce que, en tant que femme, je retrouve mon parcours et j'arrive à comprendre l'intérêt de ce qui m'est enseigné? Et puis d'autres facteurs qui sont beaucoup plus liés à l'histoire familiale, c'est qu'il y a une valorisation aussi de la vie de famille, de la maternité, et beaucoup de jeunes filles vont arrêter leur scolarité parce qu'elles seront enceintes. Et là, on leur dit, c'est pas la fin. La maternité, ce n'est surtout pas la fin, ce n'est pas négatif. C'est qu'on va mettre en place des dispositifs pour pouvoir poursuivre, voire même reprendre ta scolarité, parce qu'il est important pour ces jeunes filles de pouvoir se projeter dans un monde où l'école, l'apprentissage, la montée en compétences est perçue positivement et utile pour leur vie de femme. Et ce n'est pas un monde réservé aux hommes masculins, de la réussite, de l'encadrement, de l'entrepreneuriat qui serait plutôt masculin, et les femmes seraient confinées et resteraient dans l'espace domestique. Vous avez évoqué le sujet de la maternité. À nouveau, quand on regarde les particularités, les spécificités de l'outre-mer dans sa globalité, sans rentrer dans le détail des régions, il y a quand même quelque chose qui frappe, c'est le nombre de grossesses adolescentes. Au-delà du constat, comment vous expliquez en fait cette situation? Ça rejoint un peu ce que vous disiez avant, à savoir ce n'est pas et c'est un sujet au sein même de la famille?
Oui, parce qu'il faut voir aussi qu'on n'a pas la même frise chronologique par rapport à l'histoire des droits des femmes en Hexagone. En Outre-mer, ça ne s'est pas du tout passé de la même manière. Si on regarde déjà la question même de l'IVG, pour le coup, nous avons des taux supérieurs et on se rend compte aussi qu'il y a toute une histoire liée à la perception même de la maternité. Un exemple concret, à l'heure où les femmes réunionnaises faisaient des enfants et on considérait que c'était une surpopulation, là, la décision qui est prise, c'est celle de pratiquer des IVG forcées, des stérilisations, parce que au même moment, en France, les femmes vont revendiquer le droit à l'avortement et la liberté des femmes en Europe et en France va passer par la possibilité de contrôler cette maternité. En Outre-mer, ce n'est pas du tout la même histoire. Le mouvement de libération de la femme n'a pas lieu parce que cette maternité, au contraire, elle est extrêmement valorisée et le plus tôt possible, voire même encouragée pour le cas de la Guyane, où dans les années 60, on va encourager les femmes à faire beaucoup d'enfants pour repeupler le territoire. Et jusqu'à maintenant, en réalité, la question de la maternité est vraiment positive. La contraception est plutôt vécue de manière taboue, parce qu'il y a beaucoup d'idées reçues sur la pilule contraceptive qui est considérée comme extrêmement dangereuse. Et puis il y a un recours à l'IVG, du coup, qui permet, c'est un droit déjà, et qui permet de résoudre la question en cas de grossesse. Donc finalement, la question qu'on pourrait se poser, c'est aujourd'hui, on fête les 51 ans de la loi Veil. En Outre-mer, on utilise finalement cette loi, on y a un recours. Donc c'est un droit. Et ce qui est paradoxal, c'est que souvent on nous reproche d'utiliser ce droit. Donc ça paraît un peu déstabilisant pour les femmes elles-mêmes lorsqu'elles entendent ces statistiques. Elles disent mais on a le droit de le faire ou pas le droit de le faire. Et en même temps, il y a cet encouragement de la famille à donner naissance. Lorsque c'est bien accueilli, eh bien souvent les mères seront plus jeunes qu'au niveau national, qu'au niveau de la France hexagonale. Vous avez évoqué au début de votre intervention aussi le fait que l'isolement était souvent géographique. Quel lien vous faites justement entre l'enclavement de certaines zones et les difficultés des femmes au quotidien ? Oui, si vous prenez le cas, alors on a différents cas d'enclavement parce qu'on aura un parcours beaucoup plus fragmenté, que ce soit un parcours scolaire ou un parcours de suivi de la santé des femmes qui ne font pas de dépistage. Par exemple, on constate que les dépistages du cancer, beaucoup ne savent même pas qu'ils existent, qu'ils ne vont pas être vaccinés, qu'ils ne vont pas être à jour des vaccins. Donc ce sont souvent des parcours fragmentés avec cet éloignement des centres de santé. Et c'est valable pour tous les Outre-mer. Plus on va se rapprocher des villes, on se dit souvent, bon, ça a l'air d'aller mieux. Pas tant que ça, parce qu'on a un éloignement aussi culturel. Beaucoup de femmes qui ne vont pas forcément maîtriser le français et qui ne sont même pas forcément d'origine étrangère. Souvent, quand on parle de la non-maîtrise, la non-francophonie, on pense souvent aux femmes étrangères. Nous avons des femmes autochtones dans nos territoires qui ne vont pas forcément être à l'aise avec le français et qui vont regarder avec suspicion les médecins, le corps médical et qui vont s'éloigner complètement de ces structures. Donc c'est un parcours fragmenté et en plus va s'ajouter à cela la question même de la géographie de nos territoires. Lorsqu'on se retrouve avec des archipels, plus on s'éloigne de l'archipel principal, le suivi, l'accès, même les visites faites par des associations agréées seront beaucoup plus difficiles à mettre en place, sans parler de la question, pour le coup, moi qui suis guyanaise, nous ne sommes pas sur une île et souvent on parle de l'insularité, des difficultés liées à l'insularité. Nous, on n'est pas sur une île et on rencontre exactement les mêmes difficultés qu'en Polynésie, qu'à Mayotte. Donc, c'est vraiment une interrogation sur les infrastructures elles-mêmes qui sont mises en place lorsqu'on n'a pas de moyens de transport pour accéder aux soins, à la scolarité. Finalement, on se désintéresse. On s'éloigne aussi de nos droits, mine de rien. Quand je vous écoute dresser ce tableau, ce constat,
Ça me fait penser aussi à des situations plus proches de Paris, des situations qu'on peut connaître en Seine-Saint-Denis, qu'on peut connaître aussi dans la Creuse. Que faut-il en conclure finalement? On n'est pas sur une opposition forcément entre Hexagone et Outre-mer, me semble-t-il. Oui, exactement. C'est ce qui est intéressant, c'est que lorsqu'on regarde les statistiques, on se parle souvent de l'outre-mer, mais en y regardant de plus près, on peut ajouter l'Aisne aussi, par exemple, ou le Nord, le Pas-de-Calais. On se rend compte que c'est vraiment aussi lié à la ruralité et à la grande ruralité parfois. C'est-à-dire qu'on peut créer des passerelles, mine de rien, entre ces difficultés rencontrées dans certains départements de l'Hexagone et les régions d'outre-mer. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement? Ben, ce qui va se passer, c'est qu'on va créer un écosystème, mine de rien, de discrimination, d'inégalité, pour lesquelles on ne va jamais véritablement apporter les solutions attendues par les populations. La Seine-Saint-Denis, c'est quoi? 50 minutes de RER, et on va retrouver des statistiques qui sont très très proches, que ce soit au niveau de la réussite scolaire, du taux de chômage, des jeunes, des femmes, des violences aussi, par exemple. Tous les départements que je viens de citer, par exemple, ont des taux de violence faites aux femmes qui sont assez élevés. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ben, on va se retrouver dans des écosystèmes dans lesquels on va trouver un terreau favorable à la discrimination et aux inégalités, à la montée de ces discriminations et ces inégalités, qui sont liées déjà à l'offre de formation, à l'accès au transport et aussi à la projection, à l'image que l'on se fait de la réussite. Est-ce que je peux réussir ou pas? Et tout le discours, et c'est un peu l'effet Pygmalion, qui a été prouvé dans les années 68 par des chercheurs américains qui mettent en évidence que la parole et le discours de l'enseignant vont avoir des effets extrêmement importants sur mon parcours scolaire. Et là, c'est vraiment très important pour ces jeunes, hommes ou femmes d'ailleurs, ces jeunes, qu'ils puissent se projeter dans un environnement dans lequel ils se voient réussir. Et dans les Outre-mer, bien souvent, on va voir plus tous les obstacles. Avant, j'ai presque envie de dire, d'arriver à Paris, on va voir tous les obstacles, que ce soit financiers, culturels et même climatiques. Encore ce matin, une étudiante me disait, bon, je veux rentrer en Guyane parce que il fait trop froid, ça y est, j'ai assez donné. Et rien que cet aspect qui fait souvent sourire, mais peut créer, engendrer une véritable dépression, des difficultés d'insertion. Et on sait aujourd'hui que cette représentation négative a des effets sur la santé mentale. Vous avez évoqué le sujet des violences qui sont élevées. Dites-moi si je me trompe, mais j'ai lu concernant la Guyane dont vous êtes originaire un chiffre assez effrayant, à savoir que 30% des femmes, au moins, je dis bien, ont été victimes de violences. Donc peut-être les recherches que vous avez pu faire, les échanges que vous avez pu avoir, vous confirmez ce chiffre quand même très élevé? Oui, parce qu'on se retrouve dans une situation un contexte de société inégalitaire. Lorsqu'on a des inégalités socio-économiques, lorsqu'on a des inégalités sociales et pas les mêmes chances de pouvoir s'insérer dans la société, forcément, ça engendre une très grande frustration. Et la frustration, dans cette frustration, on va retrouver tous les éléments et tous les critères, on coche toutes les cases en réalité, et tous les critères favorables au développement de la violence. Alors cette violence, elle est psychologique, on a parlé de violence économique, mais elle est aussi physique, c'est-à-dire cette frustration et le fait de ne pas pouvoir réussir, mais ne pas pouvoir identifier ce qui me permet de réussir, tous ces leviers qui me permettront de réussir. Ne pas avoir d'espoir va favoriser malheureusement l'émergence de cette violence et qui va être multiforme véritablement, parce qu'on oublie souvent, parfois même les violences psychologiques, ni vues ni connues, qui font autant de dégâts. On va essayer d'être un peu optimiste et de parler peut-être d'initiatives que vous avez pu voir, constater et qui marchent. Vous m'avez parlé, par exemple, d'initiatives d'associations. Peut-être vous pouvez les partager avec nous. Oui, bien sûr. On va terminer sur une note positive parce que dans les Outre-mer, il y a aussi des hommes et des femmes qui apportent des réponses, qui n'attendent pas et qui apportent des réponses extrêmement concrètes et applicables, adaptées aussi, parce que nous, lorsque au niveau hexagonal, on va parler de la mise en place de dispositifs en Guyane, dans les Outre-mer en général, on va nous parler
là plutôt d'adaptation de dispositifs, voire de mise en place et de création, ben là c'est le cas, avec quelques parcours parfois qui sont d'hommes et de femmes brisés par la vie et qui pourront s'insérer dans l'auto-entrepreneuriat par l'intermédiaire de Cap Créa, créé par BPI et les associations qui vont adhérer à ce réseau, qui vont permettre, comme les associations les premières de Guyane que je salue, et les premières qui se sont déployées au niveau des Outre-mer et au niveau national, qui sont vraiment extrêmement solidaires et qui vont aider, accompagner des jeunes femmes, des hommes aussi d'ailleurs, mais particulièrement majoritairement des jeunes femmes qui ne s'étaient jamais imaginées et projetées dans l'entrepreneuriat, qui n'avaient jamais pensé qu'un jour elles pourraient être chefs d'entreprise. Et créer son emploi, ben on voit des parcours et des sourires qui sont très encourageants pour l'avenir de personnes parfois qui ont été incarcérées et qui deviennent chefs d'entreprise et qui disent ben jamais j'aurais pu penser quelques années plus tard que j'aurais pu être une chef d'entreprise avec plusieurs boutiques à mon actif. Et ça, c'est réconfortant et on se dit poursuivons dans cette voie. J'imagine que vous, comme moi, à l'école, on vous a dit regarde, Marie Curie a fait des grandes choses, toi, petite fille, tu pourras en faire. Est-ce qu'au final, c'est le bon modèle que nous devons avoir ? Compliqué de s'identifier, extrêmement difficile de s'identifier à des figures qu'on n'arrive pas à toucher, qu'on n'arrive pas à situer dans notre espace. Alors qu'à proximité, aujourd'hui, on en parle un peu plus, quand même tout proche, ben, nous avons des figures comme les sœurs Nardal qui ont apporté leur contribution à la réflexion sur la négritude. Donc on est heureuse d'entendre parler, de voir ces noms, ces écrivaines comme Marie Scondé ou Françoise Vergès qui ont vraiment valorisé le féminisme intersectionnel. Donc là, on se dit, ou même je pense en Polynésie avec les femmes autochtones et Chantal Spitz, alors on se dit, mais elles sont là, elles existent, elles sont proches de nous. On peut même, pour certaines, les rencontrer encore. Donc c'est important aussi de resituer dans le contexte avec des femmes qui nous sont proches. Et quand je parle de proximité, je mets aussi en évidence les femmes de nos vies, de notre entourage, nos grands-mères, nos arrière-grands-mères, qui ont un vécu, qui ont un parcours. Et souvent, je dis parfois puiser les exemples et l'inspiration dans l'entourage et pas forcément attendre, j'ai presque envie de dire, de marcher sur la lune pour avoir réussi et accompli sa vie. Parce que ça, c'est un rêve pour beaucoup d'entre nous. Et l'inspiration doit venir avant tout de ce qui nous est proche, et puis elle doit être réaliste. Donc ces femmes sont là, sont autour, profitons-en justement. Et puis ces parcours inspirants doivent nous donner envie à nous de prendre le relais, parce qu'on n'est pas éternel. Il faut, je pense, toujours se rappeler que ce qu'on construit aujourd'hui, il faut aussi penser à le transmettre, et puis encourager les jeunes d'outre-mer à revenir apporter leur pierre à l'édifice dans leur territoire. Merci Isabelle. J'ai une question plus personnelle pour vous, votre parcours personnel. Ça a été compliqué d'arriver à devenir docteur en anthropologie, professeur des universités. Je ne m'attendais pas à cette question, oui, extrêmement difficile, parce que pour faire court, j'ai deux grands-mères qui n'ont pas été scolarisées, qui étaient analphabètes, mes parents qui ont arrêté leur scolarité en 3e, et on n'a pas l'habitude de faire des études dans ma famille. Et quand j'ai commencé mes études, j'ai commencé par un BTS de communication et action publicitaire à Nice, au lycée du Parc Impérial à Nice, tout à fait par hasard, parce que mon père avait un ami à Nice, il m'a dit, écoute, il fera moins froid, alors va à Nice, tu pourras tenir le coup. Et première année que j'arrive à Nice, la première année, il a neigé. On m'a dit que Nice, il faisait chaud. Et finalement, j'ai totalement accroché aux études, j'ai vraiment aimé et j'ai poursuivi à Aix-en-Provence jusqu'à ce qu'on appelait, à l'époque, on appelait ça le DEA, DEA d'anthropologie avec des grands professeurs comme Jean-Luc Bognol, Jean Benoît, spécialiste des Outre-mer. J'ai eu la chance d'être formée par ces personnalités et j'ai terminé à l'école de hautes études en sciences sociales à Paris. Et après, je suis rentrée au pays pour enseigner. Merci, je laisse la parole à Boris et je vous confie que je suis niçoise et que vraiment vous n'avez pas eu de chance avec la neige. Parce que c'est rare. Un bel exemple en tout cas que vous venez de donner pour des jeunes filles pour entrer dans la carrière. On vous applaudit. Isabelle Hiller-Krivski.
Et on va prendre les questions du public. Faites-nous signe, levez la main et on vous donne un micro. Une courageuse, un courageux, voilà, parce que nous, on est un petit peu les... Oui, monsieur. Madame, pardon, on vous emmène tout de suite un micro. Et vous allez pouvoir poser votre question à Isabelle Iderkrivski. Bonjour. Alors, c'est pas tant une question, c'est plus une réflexion. Ce que je dis, puisque moi, j'accompagne à peu près 250 jeunes par an, je suis présidente d'association, c'est de dire aux filles de ne pas oublier que nous sommes quand même, ce sont nous qui mettons au monde tous ces charmants garçons. Donc, ça veut dire qu'on a une certaine puissance, n'est-ce pas? Et de faire prendre conscience de cette puissance-là et de se dire que rien n'est impossible. Mais je crois que c'est une question aussi d'éducation des femmes. C'est vrai qu'il faut qu'il y ait des références proches de nous, comme vous disiez, madame, tout à l'heure, mais nous sommes déjà une référence en étant justement ces êtres humains qui mettons au monde ces hommes, et que tous ces grands hommes, quand même, ils ont quelque chose à voir avec nous et aussi avec l'éducation qu'on leur a donnée. Donc, ayons conscience, mesdames, de notre puissance. Merci. Est-ce qu'on a une question? Oui, monsieur. De Guyane, c'est ça? Vous êtes de Guyane, c'est ça? Non, je plaisante, vous êtes assez contributeur aujourd'hui, c'est bien. Ouais. Ok, bonjour. Merci pour votre intervention, évidemment, qui était parfaite. Alors, ma question, elle est... Bon, c'est pas une question, c'est un constat. Mais je pense que le b.a.-ba, c'est toutefois quand même l'éducation sexuelle, puisque bon, ça compte énormément, parce que dans la société guyanaise, et je pense que dans tous les outre-mer, ce qui fait défaut, à mon sens, c'est les cellules, le nombre de cellules monoparentales. Ça, c'est quand même assez incroyable, et ça, à mon avis, ça déresponsabilise les jeunes gens, et en particulier les jeunes femmes. J'aimerais avoir votre avis dessus. Merci. Merci. Je trouve que votre question fait écho à l'intervention précédente, parce que les femmes mettent au monde, mais je vais reprendre la chanson de Jean-Jacques Goldman, on ne fait pas des bébés toutes seules. Hein. Il y a des pères. Et ces familles monoparentales, justement, c'est peut-être qu'on s'est un petit peu trop habitué à éloigner les pères. Et c'est vraiment historique, cette construction familiale. Et on s'est habitué dans le sens où les femmes ont construit cette image de potomitan, héritée de la période esclavagiste, hein, où la femme était comparée aux hommes. On considérait que les femmes étaient aussi solides que des hommes, donc pouvaient très bien prendre en charge. Et finalement, cette représentation, ce fantasme, ce mythe, s'est consolidé au fil du temps. Et il y a toute une image, un imaginaire qui s'est construit autour de cette femme forte, qui peut vivre. D'ailleurs, beaucoup d'entre elles disent « je suis le père et la mère ». Et ça, c'est problématique dans le sens où on parle très peu des pères, on parle très peu du rôle des pères, et même lorsqu'il est là, même lorsqu'il est présent, même dans les familles non monoparentales. Donc je pense aussi, et je reviens sur ce qui a été proposé, que je prends votre proposition, madame, hein, la question de l'éducation. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, dans les instituts nationaux supérieurs du professorat et de l'éducation, les anciens IUFM1, pour faire court, là où on forme les enseignants, il y a des modules de formation obligatoires sur l'égalité filles-garçons. Parce qu'on veut maintenant insister sur l'éducation des filles et des garçons, et surtout l'éducation et la déconstruction du sexisme, où ces rôles sont genrés, on voit le monde en rose et en bleu, et finalement des espaces extrêmement réservés aux hommes et aux femmes qu'on veut absolument déconstruire. Et ces phénomènes qui sont nationaux, je pourrais presque dire mondiaux, parce qu'ils se répandent sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ces phénomènes, on se rend compte qu'ils portent vraiment préjudice
préjudice à l'équilibre des sociétés et qu'il est important d'aller vers l'égalité entre les femmes et les hommes. Et le féminisme, ce n'est pas un renversement du pouvoir. Le féminisme, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes et que les femmes aient les mêmes chances que n'importe qui d'autre pour réussir leur vie et mener à bien leurs projets. Merci encore Isabelle Iderkrivski, on vous applaudit. Merci Béatrice Parinaud. Et pour conclure en beauté cette matinée, j'invite à me rejoindre Guy Losbar, qui est président du conseil départemental de la Guadeloupe, à qui nous avons confié le rôle de grand témoin. Il a assisté aux échanges et tables précédentes et nous livre ses réflexions et ses analyses sous vos applaudissements. Il s'est dit beaucoup de choses ce matin, Guy. Alors comme ça, à brûle pour point, quels sont les points saillants? Qu'est-ce que vous retenez? Bien, effectivement, beaucoup de choses. Donc, je profite déjà pour saluer cette initiative, l'organisation, l'outre-mer en avant. Il faut rappeler, pour bien maîtriser ces différentes questions, quel est le contexte aujourd'hui, le contexte historique. Je pars du principe que nous vivons actuellement un basculement de l'histoire, et ceci pour plusieurs raisons. Puisque le monde est face à des transformations profondes et inédites. Quand je dis ça, je crois que ça a été évoqué, ne serait-ce que par la ministre, concernant cet impérialisme des puissances que nous voyons aujourd'hui, qui se met en avant en ne respectant pas les droits, les traités et autres. Je pense aussi à la transition climatique, énergétique. Et lorsqu'on voit sur les Antilles le polluant des Sargasses ou à Mayotte le cyclone Chido, je pense à la transformation numérique et également avec l'IA qui génère des transformations dans notre façon d'échanger et même d'apprendre, mais aussi sur la banalisation donc, de la violence. Et on vient d'évoquer concernant la violence faite aux femmes. Et d'ailleurs, en Guadeloupe, au niveau du département, nous avons eu à prendre un certain nombre d'initiatives. Et forcément, tous ces éléments ont une conséquence, agissent. Et c'est en ce sens que je dis que pour que les Outre-mer soient en avant-poste, il faut aussi que la perception soit différente. Puisque trop souvent, les gouvernements, quels que soient les gouvernements, ils ont une perception des territoires d'outre-mer uniquement en termes de rattrapage, de réparation, d'handicap. Et même nous-mêmes, ressortissants d'outre-mer, on a peut-être cette perception en termes de victimisation, donc de rattrapage. Donc, ce qui empêche de mettre en place de véritables stratégies, des stratégies territoriales, mais dans une démarche nationale. Et trop souvent, cela se résume à des problèmes de budgétaires, de subventions autres. Or, de par notre positionnement et dans le contexte historique que j'évoquais, il y a de véritables stratégies à pouvoir mettre en place. Je crois que le député Serva l'a évoqué, puisque lorsqu'on prend les différents territoires, ce qui fait que permet à la France d'être sur l'ensemble des continents aujourd'hui. Et moi, je plaide pour que la France puisse s'appuyer beaucoup plus sur ces territoires et nouer de véritables partenariats. Je prendrai le cas donc de la Guadeloupe, Guyane, Martinique. Nous sommes au carrefour des continents, puisque d'origine afro-descendant, à 60%, l'Inde également, nationalité européenne, mais dans un bassin américain. Donc le rapport que nous pouvons avoir aussi bien avec l'Afrique, avec l'Inde ou l'Amérique, c'est une force. Cela doit être un potentiel, un atout au niveau national, mais cela nécessite qu'on puisse mettre en place de véritables stratégies territoriales gagnant-gagnant et non pas simplement le rééquilibrage. Et on a vu aujourd'hui, après 80 ans que la départementalisation a été mise en place, je crois que ça a été évoqué par l'une des intervenantes, on voit que les objectifs qui étaient donc égalité totale ne pourront jamais se mettre en place puisqu'il faut tenir compte des réalités locales. Alors comment on fait? Comment on met en place cette finalement régionalisation que vous décrivez? Sur quel levier on agit? Comment on décentre le regard hexagonal pour qu'il ait un regard moins condescendant sur les départements
et régions d'outre-mer, comment on fait? Donc aujourd'hui, il faut qu'on puisse mettre en place ces stratégies territoriales, mais cela nécessite qu'il puisse y avoir une évolution, puisque il n'y a pas suffisamment de marge de manœuvre. Je prendrai le cas donc, de la Guadeloupe, où c'est l'identité législative, les mêmes lois s'appliquent dans les mêmes conditions, alors que la réalité sociale, économique et culturelle est bien différente. Donc de véritables stratégies permettant de créer des richesses sur ces territoires et qui seraient aussi une force au niveau donc, de la nation. Donc cela nécessite que plus d'autonomie. Nous sommes dans un processus sur la Guadeloupe d'évolution institutionnelle dans le cadre républicain, de manière à avoir des marges de manœuvre mieux commercialisées avec les territoires limitrophes. Pour reprendre notre exemple, en étant dans le bassin caribéen, mais les contacts se limitent à la culture, à le sport, ou encore quand il y a des phénomènes cycloniques, qu'il puisse y avoir une forme de solidarité. Alors que de véritables stratégies peuvent se mettre en place, intensifier les rapports avec l'Afrique. Je crois que c'est le député aussi qui évoquait cette nécessité que nous ayons un autre regard, que nous ayons d'autres éléments. Et lorsqu'on va mettre cela en place, ces différentes stratégies, ce sera profitable aussi bien pour ces territoires, mais aussi au niveau national. Mais toujours pareil, il y a une histoire de blocage, vous le dites vous-même, si avec les territoires qui sont autour de la Guadeloupe, c'est juste des échanges à la marge. Comment on passe à l'étape supérieure? Est-ce qu'il y a une hégémonie, un jacobinisme français qui empêche d'eux? Est-ce qu'il y a une barrière de la langue autour? Donc il faut qu'il puisse y avoir une évolution institutionnelle et statutaire. Oui, donc on fait le rond dans le carré, c'est-à-dire on reste dans la République, mais on a besoin de plus d'autonomie, d'adaptation des lois régaliennes à une échelle et une réalité locale. Oui, tout à fait. Donc je prends un exemple. Il y a 4 années à peu près, on a mis en place le cyclotron au niveau de la Guadeloupe. Et ce qui permettait de diminuer donc, le coût lorsqu'un Caribéen, ils peuvent se faire soigner soit au Canada, soit aux États-Unis ou encore au Mexique, mais pour un coût 6 fois supérieur à ce que nous pouvions proposer au niveau de la Guadeloupe. Et en même temps, c'était bénéfique pour le territoire dans la mesure que cela permettait d'amortir des investissements que la patientèle guadeloupéenne seule ne pouvait pas permettre. Mais avec les barrières en termes de sécurité, de transport, les normes, jamais cette stratégie n'a pu se mettre en place. Voilà un exemple où on pourrait avoir une stratégie territoriale performante, gagnante, mais où au niveau national, puisque c'est la médecine française qui serait mise en avant. Et on parle souvent aussi, et on résume souvent ça à des questions budgétaires. Est-ce que c'est votre avis? Est-ce que on doit vivre avec l'aide de l'Hexagone sous perfusion, sous subvention, ou on a un budget et on est autonome sur ses attributions et on a plus de marge de manœuvre? C'est quoi où est-ce que vous placez le curseur, vous? Non, c'est bien pour cela que je disais que tant que nous serons dans cette perception, on aura un rapport budgétaire. Chaque année, on va dire qu'on a mis 100 millions, 10 milliards, 1 milliard. Mais alors que si cette perception est différente, le rapport, la Guadeloupe peut être, en termes de santé, intervenir. On peut évoquer même ce rapport avec l'Afrique qui demande, puisque qu'on le veuille ou pas, il y a donc, des afro-descendants et peuvent créer ces éléments. Donc, ce qui permettrait que ces territoires puissent se développer de par leurs propres moyens, créer une richesse et qui permettrait que le rapport soit différent et qui ferait que non pas que la France soit en permanence obligée donc d'intervenir dans cette démarche de rattrapage ou d'équilibre, mais permettre aussi que, en créant ses propres richesses, que nous puissions assurer aussi la sécurité, puisque lorsqu'on prend le cas de la sécurité alimentaire, aujourd'hui, 80% de ce qui est consommé en Guadeloupe viennent de l'extérieur. Donc vous imaginez, en termes de sécurité alimentaire, quel est le risque?
Pourtant, il y a des potentialités de faire des cultures vivrières qui bénéficieraient directement aux Guadeloupéens. Tout à Ou alors, fait. il y a une économie qui est quand même déjà orientée sur tel type de produits qui vont à l'exportation. Et donc, on ne peut pas... Oui, puisque Et il y a le problème du foncier aussi. trop souvent, il y a donc des stratégies qui sont post-coloniales, je pourrais dire ainsi, avec des cultures qui sont mises en avant, mais sans pour autant que ces produits soient consommés sur place. Donc, ce qui oblige à ce que comme nous disons au pays, notre jardin est sur le bateau. Et vous comprenez quel peut être ce risque. Sur le plan énergétique aussi, c'est pas normal que nous ayons que 30% de l'énergie qui est produite sur place, alors que c'est un territoire où il y a tout type d'énergie, l'éolien, la géothermie, le soleil, marine. Là encore, ma question, c'est qu'est-ce qui bloque? On vous renvoie à chaque fois à cette notion d'insularité, on vous renvoie au fait que les marchés économiques sont trop petits, trop morcelés, archipélisés. Aujourd'hui, avec le développement numérique, avec l'IA, avec le développement donc, des transports, même l'étroitesse d'un territoire n'est plus un handicap comme autrefois. Puisque si vous avez donc des produits à forte valeur ajoutée, ce qui permet de pouvoir commercialiser avec le monde, avec le reste donc, du monde. Et c'est pour ces raisons qu'au niveau donc, du département, nous disons qu'il faut développer des produits à très forte valeur ajoutée, qui ne nécessitent pas que nous ayons donc, des économies d'échelle, mais c'est où on vient sur l'aspect statutaire, l'aspect institutionnel, et les normes qui ne sont pas forcément adaptées pour la mise en place d'une telle stratégie. Donc là, on a compris, vous appelez de vos voeux des réformes. Un autre problème qui se greffe par-dessus, problème non, on va dire une problématique à traiter, en tout cas, c'est que si on met en place ces stratégies économiques autour de l'IA, par exemple, il va falloir des ressources éducatives, de formation, faire rester les jeunes au pays. Donc là aussi, il y a cette notion d'attractivité. Ah oui, puisque le gros souci que nous connaissons, c'est que nous sommes passés d'un territoire très jeune à l'un des départements les plus âgés aujourd'hui. Et si bien que les jeunes Guadeloupéens qui partent, au-delà donc du problème d'emploi, c'est un problème d'attractivité. C'est un problème d'attractivité, donc d'où cette nécessité de mettre en place des politiques publiques qui permettent que les équipements soient suffisants, mais aussi en termes donc de loisirs, en termes de développement, pour qu'ils aient envie donc de revenir au pays. Bon, dernière question, celle dite de la baguette magique où j'ai fait un rêve. Plus de problème budgétaire, la loi change, les réformes se mettent en place. C'est quoi la priorité? Qu'est-ce qui doit émerger? Non, pour que les choses puissent évoluer, il faut avoir une vision et se projeter. Il n'y a pas très longtemps, on a présenté un projet, le projet Papillon, qui permet de se projeter la Guadeloupe d'ici 2040. Et avec des axes forts tels qu'une souveraineté alimentaire, une souveraineté énergétique, la santé qui souvent paraît comme un handicap, mais qui est un véritable potentiel, je vous ai donné, mais aussi cette possibilité de pouvoir créer le lien entre les différentes populations, puisque nous sommes un peu pluriels au niveau de la Guadeloupe, un peu pluriel, et bien sûr, le développement économique, il ne peut pas y avoir d'aspiration, il ne peut pas y avoir de développement sans que l'activité économique soit meilleure. Nous avons un tourisme qui se développe, puisque aujourd'hui, lorsqu'on fait une comparaison avec les autres îles de la Caraïbe, il y a un potentiel. Je vous donne un exemple. Il y a chaque semaine, les bateaux de croisière consomment 200 000 œufs, mais qui viennent de la Bretagne. Donc voilà un exemple où il faut réorienter, mettre en place de nouvelles stratégies, mais qui nécessitent que la perception, la vision soit différente, aussi bien au niveau donc, des différents gouvernants, mais de nous-mêmes. Merci beaucoup, Guy Losbar. On vous applaudit. Merci beaucoup pour ce plaidoyer pour la Guadeloupe et au-delà. On vous donne rendez-vous dans 1 heure, à 14h précise, pour faire le vrai bilan, cette fois-ci, d'un scandale sanitaire. On va parler du chlordécone. À tout à l'heure.